Merci Jean. Donc revenons au climat avec Jean Jouzel. On l'a déjà évoqué à plusieurs reprises hier. Je voudrais dire d'abord que si je souhaite discuter de la question du changement climatique, qui est à la fois une réalité de plus en plus indiscutable, comme vient d'ailleurs de nous le rappeler le dernier rapport du GIEC, mais également une source de peur et d'angoisse des sociétés humaines, et enfin un déterminant majeur des politiques économiques, énergétiques et sociales de la plupart des pays de la planète. Ce n'est pas pour en décortiquer scientifiquement les mécanismes. Le professeur Chu l'a fait en partie hier, et je pense que cette question sera traitée par Jean Jouzel, qui est un véritable spécialiste du climat, ce que, pour être clair, je ne suis pas, même si en raison du lien très fort, et j'insiste là-dessus, qui existe entre ces questions du changement climatique et celles des politiques énergétiques que je connais mieux et sur lesquelles je reviendrai à plusieurs reprises, j'ai pu en comprendre assez précisément les enjeux. Donc c'est plutôt pour discuter de la façon dont cette question est appréhendée par le citoyen. Le thème du changement climatique a, de mon point de vue, en fait un statut très particulier dans les débats environnementaux qui animent en permanence la vie politique et sociale, en particulier en France, et sur lesquels je voudrais dire quelques mots en introduction. Depuis hier, pendant ce colloque, nous essayons de comprendre les difficultés et les blocages que notre pays, mais je crois qu'on pourrait extrapoler ce constat à bien d'autres pays, notamment européens, rencontre du point de vue des rapports entre la science et la technologie avec la société, la place du progrès scientifique dans le développement économique et social, la façon dont les médias en général et la sphère politique traitent cette question, enfin du point de vue du dialogue démocratique entre les différents acteurs, citoyens, politiques, entrepreneurs, experts scientifiques, etc. Nous voyons bien à l'œuvre cette situation schizophrénique dans laquelle, dans le même temps, le citoyen espère plus que jamais du scientifique la résolution des grands problèmes sociétaux, par exemple ceux liés à la santé ou au développement des nouvelles technologies de l'énergie qui permettraient une exploitation à grande échelle des énergies renouvelables. Et le même citoyen, dans le même temps, voit la science de plus en plus exclusivement comme une source de malheur. Le médicament n'est vu que sous l'angle du Mediator, en oubliant tous les bienfaits de la recherche pharmaceutique, la chimie comme essentiellement une source de pollution, en oubliant ce que la qualité de notre vie doit aux produits de l'industrie chimique, molécules, polymères, matériaux divers, l'énergie nucléaire exclusivement comme une potentialité de catastrophe, en oubliant que chaque jour, l'interrupteur qui permet chez soi de se chauffer et de s'éclairer si confortablement est relié à une centrale nucléaire, pour un coût de l'énergie qui confère une certaine compétitivité à notre économie, avec un moindre impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre. C'est cette schizophrénie qui rend le débat scientifique si tendu et si difficile les arbitrages politiques nécessaires. Je dirais que les journalistes, en général, n'arrangent pas les choses, faisant évidemment la part belle à l'instantané et à la catastrophe, ainsi qu'au consensus, laissant peu de place aux voix discordantes. Pratiquement aucune des questions environnementales, énergie nucléaire, organismes génétiquement modifiés, OGM, gaz de schiste et même changement climatique n'échappe aujourd'hui à ces blocages. De mon point de vue, cette situation s'explique par la confrontation exacerbée entre deux idéologies qui dominent les sociétés modernes, d'une certaine façon aujourd'hui sans partage. L'idéologie libérale, d'un côté, qui organise la société sur des logiques de marché, de risque, de compétition, d'action à court terme, avec des retours rapides sur investissement, et de l'autre côté, la nouvelle idéologie environnementale,
que Dominique Pestre, qui intervient un peu plus tard dans ce colloque, appelle dans son dernier livre « À contrescience, l'idéologie du développement durable ». Cette idéologie qui s'est construite à partir des premiers débats sur le nucléaire et sur le rapport du Club de Rome il y a 50 ans sollicite une société respectueuse de l'environnement, élaborant collectivement des solutions aux problèmes de la société, s'appuyant sur des logiques de précaution et de long terme, enfin affirmant comme principe non discutable que la crise écologique serait le déterminant majeur de notre bien-être collectif. Cette idéologie s'appuie sur des valeurs nouvelles et très largement partagées par les citoyens de la planète, même si elle n'a pas toujours de traduction politique au sens électoral. C'est le cas en France, mais c'est le cas aussi ailleurs. Ces valeurs, ce sont le respect de l'environnement, notion relativement récente, d'une certaine façon révolutionnaire. C'est aussi la prise de conscience que nos actions d'aujourd'hui auront un retentissement beaucoup plus tard et affecteront essentiellement les générations futures, nos enfants et nos petits-enfants. Et valeurs si fortement partagées que quiconque donnerait l'impression de ne pas y adhérer et de mettre en priorité la satisfaction d'intérêts à très court terme, sans prendre en compte les impacts à long terme, serait largement exclu du débat. Valeur de précaution, enfin, si importante pour le citoyen de plus en plus demandeur de protection et de sécurité, qui conduisent, comme l'a dit Serge Haroche hier dans son introduction, à des prudences excessives d'un côté, mais également, évidemment, à des politiques de normes nécessaires. Malheureusement, comme toute idéologie, cette dernière laisse une place croissante à un certain nombre d'idées qui deviennent des dogmes contre lesquels il est de plus en plus difficile de s'exprimer. Comme l'écrit à nouveau Dominique Pestre, je le cite, « Cette nouvelle idéologie du XXIe siècle emplit les ondes des radios et les journaux, trouve sa place à l'école et sur le web, se donne comme un principe du bien avec un grand B, mais personne ne peut la contester sans risque de délégitimation rapide. » Je pense qu'il est néanmoins nécessaire de prendre ce risque et de combattre avec détermination certaines visions catastrophistes opposant systématiquement l'homme, la science et la technologie d'un côté et la nature de l'autre, les premiers n'étant le plus souvent appréhendés que comme des sources de destruction de la seconde. Il convient donc, à mon avis, de redire partout où c'est possible que ce n'est pas la science qui génère des problèmes, c'est la nécessité de nourrir, chauffer, transporter, aujourd'hui 7, demain 10 milliards d'humains sur la planète. C'est en particulier l'inéluctabilité d'un doublement de la consommation d'énergie de la planète au cours des 40 prochaines années, ne serait-ce que pour répondre à la demande de plus d'1 milliard d'êtres humains en Chine, en Inde, en Afrique, aujourd'hui dans la plus grande précarité énergétique. Redisons à nouveau, insistons sur le fait que cet objectif ne sera atteint que par un développement scientifique et technologique continu. Continu, mais bien sûr maîtrisé à travers une évaluation correcte des risques potentiels de telle ou telle nouvelle technologie. Dans ce contexte et dans des pays où électeurs et consommateurs sont de plus en plus soucieux du respect de l'environnement, les politiques n'ont pas d'autre choix que d'affirmer qu'ils veulent sauver la planète, qu'ils mettent en œuvre des actions allant dans ce sens. Réduction des émissions de gaz à effet de serre, économie d'énergie, développement des énergies renouvelables. Ils mettent en œuvre, parfois réellement, parfois ce n'est pas tout à fait vrai, et ils affirment aussi, ils doivent aussi faire preuve d'autorité et d'intransigeance, comme l'ont fait pratiquement tous les gouvernements récents en France, de droite ou de gauche, en fermant littéralement le débat quand il s'agit de discuter, par exemple, de l'avenir de l'énergie nucléaire ou de l'exploitation des gaz de schiste. Je me souviens de la réaction de l'ancienne ministre de l'écologie en février 2013
le jour de la séance organisée par l'Académie des sciences sur les gaz de schiste. Cette séance, à laquelle j'étais présent, avait pour objectif de faire le point, essentiellement scientifique, de façon neutre et transparente, sur les questions liées à l'évaluation de nos ressources en gaz de schiste, à son exploitation et à la fameuse fracturation hydraulique. Donc la ministre, sans même avoir pris connaissance du contenu de cette séance, a tout simplement et publiquement adressé, je cite, un carton rouge à l'Académie des sciences. Carton d'ailleurs largement relayé par les médias. Voilà, je crois, qu'il reflète parfaitement bien la situation de blocage que je décrivais, l'impossibilité du débat scientifique, spécifiquement sur les questions environnementales, blocage qui atteint les plus hautes sphères du pouvoir politique. Je rappelle qu'il en fut à peu près de même dans le compte-rendu médiatique à charge de la séance que l'Académie avait consacrée au changement climatique il y a quelques années. Ce qui est en jeu, redisons-le, c'est la nécessité de faire porter par nos représentants politiques une vision hautement positive de la science et du progrès scientifique, y compris à travers la nécessaire controverse scientifique qui est au cœur de son développement. Excusez-moi, j'ai été un peu long sur cette introduction et je voudrais maintenant revenir plus précisément donc au changement climatique. Comment cette question est-elle perçue et traitée? Et pourquoi affirmais-je en introduction qu'elle a un statut particulier? Essentiellement parce que, contrairement aux autres questions environnementales, comme celle des OGM ou de l'exploitation du gaz de schiste, par exemple, dont le traitement a conduit en France à des arbitrages extrêmes. La France est un des rares pays européens où l'évaluation des ressources en gaz de schiste est interdite, par exemple. Et ces arbitrages sont, semble-t-il, beaucoup plus fondés sur les peurs et le principe de précaution que sur les résultats et le consensus scientifique. Au contraire, la réalité du réchauffement climatique et même son origine anthropogénique, c'est-à-dire l'hypothèse que ce réchauffement est dû exclusivement à l'activité humaine, plus précisément aux émissions de CO2, dioxyde de carbone. Donc cette réalité fait l'objet d'un très large consensus parmi les scientifiques, comme en attestent les rapports successifs du GIEC, le dernier en particulier. Une étude récente, en 2013, de la littérature portant sur près de 12 000 résumés d'articles scientifiques sur le climat, publiés entre 1991 et 2011, montre que parmi ceux qui expriment une position sur le réchauffement climatique, 97% soutiennent l'hypothèse d'une origine humaine et une faible mais réelle proportion le contraire. Or, dans le même temps, l'opinion publique est très partagée. Aux États-Unis, 60% des gens interrogés, 60%, pensent que les scientifiques ne sont pas d'accord sur l'origine du réchauffement climatique. Et 57% pensent même que cette origine est davantage d'ordre naturel qu'humain. En France, selon le baromètre d'opinion sur l'énergie et le climat en 2013, publié par le Commissariat général au développement durable, 61% des Français estiment que le réchauffement climatique est une réalité et qu'il est provoqué par les activités humaines, mais tout de même, 35% des personnes interrogées ne sont pas d'accord. 13 estiment que le changement climatique n'est pas prouvé. 22% s'accordent à constater le dérèglement du climat, mais jugent que rien ne prouve que ce soit dû aux activités humaines. Pourquoi un tel décalage? Je me permets d'avancer deux explications. La première raison, je me répète, est dans l'absence de véritable et large débat sur le changement climatique. Non pas tant sur sa réalité, températures élevées, fonte des glaces, montée du niveau des océans sont avérées, mais plus spécifiquement sur la question de son origine et sur celle de la validité des prévisions à 100 ans, sujet que chacun est en droit d'aborder. Je pense donc qu'il est nécessaire d'affronter de la façon la plus rigoureuse et la plus transparente, même ou surtout si
elles sont mises en avant par des opinions minoritaires. Les quelques questions que je vais rapidement développer, et je me limiterai aux 3 questions suivantes. Première question. Quel degré de certitude avons-nous que le réchauffement climatique est la conséquence exclusive de la production du gaz carbonique d'origine humaine, issu de la combustion du charbon, du gaz et du pétrole, et également des feux de forêt? En effet, les changements climatiques sont fréquents dans l'histoire de la planète, y compris lors de périodes longues sans émission de gaz à effet de serre et sans variation du dioxyde de carbone atmosphérique. Seconde question. Compte tenu de la très grande complexité du système Terre, océan, atmosphère, soleil, que les sciences de la Terre et les sciences du climat, malgré des progrès considérables au cours du dernier siècle, ne comprennent que partiellement, les modèles utilisés sont-ils suffisamment fiables pour prévoir les évolutions du climat de la planète à court et très long terme? Sont-ils fiables pour dire les conséquences de variations très faibles d'un composant très mineur de l'atmosphère, le dioxyde de carbone, sur son fonctionnement général? Troisième question, est-il vrai que, contrairement à la période 1850-2000, pendant laquelle la quantité de CO2 dans l'atmosphère et la température de la planète, si ce dernier paramètre a d'ailleurs un sens, ont augmenté de façon continue et parallèle, ce n'est plus le cas depuis 15 ans. Dernière période pendant laquelle les émissions de CO2 et son accumulation dans l'atmosphère n'ont jamais été aussi importantes, en raison d'une utilisation de plus en plus massive à l'échelle de la planète des sources d'énergie carbonées fossiles. Et la température de la Terre, au contraire, est restée, certes, très élevée, mais relativement stable. Sans doute, Jean Jouzel, après moi, contribuera à apporter des réponses à ces questions, de mon point de vue, parfaitement légitimes. La seconde raison du décalage entre consensus scientifique et scepticisme citoyen réside, à mon avis, dans le fait que le citoyen a du mal à comprendre que les politiques économiques et sociales soient mesurées presque exclusivement à l'aune de leur capacité à résoudre le changement climatique. Tout d'abord, il est nécessaire de savoir le coût, qui peut être considérable, des politiques annoncées de réduction de gaz à effet de serre dans un contexte de crise économique profonde et durable, de perte de compétitivité, de chômage sans précédent, de pauvreté croissante, qu'on ne peut pas ne pas traiter à très court terme au seul profit d'une politique de l'environnement et du climat dont les effets seront peut-être visibles à très long terme. Ensuite, la crise climatique n'est pas le seul problème à traiter. Et le citoyen commence à savoir qu'il y a d'autres crises. Crise énergétique, je l'ai dit, crise de l'eau, quand on sait que des dizaines de milliers de gens meurent tous les jours par manque d'eau potable, crise sanitaire dans certaines régions du globe, et bien d'autres crises encore. Pourquoi n'évoquer que la crise climatique? D'autre part, on ne peut pas continuer à faire croire que des politiques et des solutions purement nationales soient adaptées aux problèmes du changement climatique. Prenons l'exemple de la France. Notre pays ne contribue que pour 1,5% à la production des gaz à effet de serre à l'échelle de la planète. Ceci s'explique à la fois, bien sûr, par la taille de ce pays, mais aussi par son choix historique de l'énergie nucléaire qui en fait l'un des pays modernes les plus indépendants des carburants fossiles. De sorte que, si nous faisions l'hypothèse que la France arrêtait toute émission de CO2, plus de voitures, plus de camions, plus d'avions, plus de chauffage, plus rien. En quelque sorte, la France disparaissait brutalement comme puissance économique sur la planète. Ce n'est pas 500 ppm de CO2 qu'on aurait dans l'atmosphère en 2050. La valeur 500 ppm est la valeur
enfin, schématiquement, qu'il ne faut pas dépasser si on ne veut pas dépasser une certaine augmentation de température. Et aujourd'hui, on est à 400 ppm. Mais si donc la France s'arrêtait, ce n'est pas 500 ppm qu'on aurait en 2050, mais 500 moins 1,5% de 500 moins 400. Donc on serait à 498 ppm. Une différence de 1 à 2 ppm qui n'aurait évidemment strictement aucun impact sur le climat. La question des émissions de gaz à effet de serre doit donc impérativement être traitée à l'échelle mondiale. On essaye, mais ce n'est pas parce qu'à cette échelle, les solutions sont extrêmement difficiles à élaborer, à mettre en place, en raison de la nécessité d'arbitrage entre des groupes humains qui ont des intérêts vitaux très différents. On le voit avec des échecs, des relatifs échecs des grands sommets internationaux sur le climat, qu'il faut se donner bonne conscience en faisant croire que celles que l'on met en place au niveau national sauveront la planète. Enfin, et j'en termine là, il faut dire clairement que si nous devons mener, comme nous le souhaitons tous, une politique énergétique révolutionnaire, au sens où il s'agit bien de réussir une révolution technologique, aux échelles nationales et mondiales, politique d'économie d'énergie, on l'a dit, partout où c'est possible, usines, bâtiments, transports, et de développement original des énergies renouvelables, ce n'est peut-être pas d'abord comme réponse au réchauffement climatique. C'est par exemple pour réduire notre facture énergétique colossale et améliorer notre indépendance énergétique. C'est aussi pour limiter la combustion irréversible de ressources carbonées dont nous avons et aurons demain tant besoin. Parce que comment imaginer un autre monde que carboné? Tout ici est du carbone. Nous-mêmes, nous sommes du carbone. Demain, sans carbone, comment faisons-nous? Pour préparer un avenir de moins en moins lointain, sans source d'énergie fossile, pétrole, gaz et charbon, auxquels nous sommes habitués. Voilà, me semble-t-il, des objectifs compréhensibles pour le citoyen et cohérents. Ce faisant, il en résultera aussi, vous l'aurez bien compris, moins d'émissions de CO2. C'est à cette révolution énergétique que, modestement, j'essaye de contribuer moi-même en tant que chercheur scientifique, en travaillant à l'élaboration de dispositifs originaux de stockage de l'énergie solaire à travers la production d'hydrogène et à la réduction du CO2, en essayant de rendre concrets ces rêves de photoélectrolyseurs qui mettraient en œuvre artificiellement cette photosynthèse si complexe que les plantes et les micro-organismes photosynthétiques, microalgues par exemple, réalisent si efficacement. Comme l'écrit assez poétiquement Primo Levi dans son ouvrage « Le système périodique », dans son dernier chapitre intitulé « Carbone », je le cite, « Quand nous aurons appris à en faire autant, nous aurons résolu le problème de la faim dans le monde. » J'en profite pour dire, un peu de publicité, mais que le sujet de la valorisation du CO2 constituera le thème directeur de mes cours au Collège de France en 2014. Je dis ça parce que ce sera l'occasion pour moi de faire part d'une autre vision, où le CO2 n'est plus ce monstre à cacher dans les entrailles de la Terre, ce qu'on appelle la séquestration du CO2, mais plutôt une ressource carbonée d'avenir pour les carburants et produits chimiques de nos sociétés de demain. Mais cette révolution technologique de l'énergie, il faut aussi avoir le courage de le dire clairement, elle est très loin d'être à notre portée à court terme. Et ce n'est pas en invoquant de façon systématique le réchauffement de la planète que cela changera quoi que ce soit à cette dure réalité. Les nouvelles technologies d'exploitation des énergies renouvelables, si souhaitables qu'elles soient, ne sont pas encore prêtes pour remplacer l'énergie nucléaire et les carburants fossiles, chez nous comme ailleurs, dans les pays émergents qui continueront à exploiter massivement ces derniers pour sortir leurs milliards d'habitants de la misère. Cette transition demandera beaucoup de temps et en effet d'énormes investissements. Mais ce sera à nouveau une opportunité fantastique pour démontrer que la solution est bien dans la science, dans le travail acharné de nos chercheurs, dans une organisation de la recherche plus fluide au niveau national
et plus coopérative au niveau mondial qu'elle ne l'est aujourd'hui, dans la formation scientifique des jeunes générations qui seront nos élites de demain, dans la confiance que les citoyens doivent avoir dans le progrès scientifique et technologique, dans la capacité des médias à rendre compte honnêtement de l'avancée des connaissances et des technologies et de l'existence de controverses scientifiques inéluctables et de points de vue minoritaires, enfin dans la capacité des politiques que nous avons la responsabilité d'accompagner dans leurs arbitrages à préférer la confrontation rigoureuse des avis de l'ignorant éclairé et de l'expert aux jeux politiciens et électoralistes et aux slogans. Je vous remercie. Oui, il faut mes lunettes. Mesdames, Messieurs, tout comme Marc Fontcalfe, que je remercie de son invitation à intervenir au colloque de rentrée du Collège de France, je remercie également Jean Dalibard, je remercie le Collège d'avoir organisé ce colloque autour du thème science et démocratie et d'avoir fait une place au réchauffement climatique. Donc, tout comme Marc, je m'intéresse au lien entre climat et énergie. La raison en est simple, d'ailleurs il l'a bien évoqué. Les statistiques les plus récentes montrent la part prédominante jouée par les émissions de dioxyde de carbone produites par l'utilisation des combustibles fossiles, pétrole, charbon, gaz, dans l'augmentation de l'effet de serre. Près de 70% pour l'année 2012. Certes, la déforestation, 10% supplémentaires, et la fabrication de ciment ont contribué aux émissions de gaz carbonique, et les autres gaz à effet de serre ne doivent pas être oubliés dans ce bilan. Méthane en premier lieu, protoxyde d'azote, composé chlorofluorcarboné et toute une série d'autres composés moins importants. Mais ce chiffre de 70% illustre bien le lien actuel entre climat et énergie. D'autant que la durée de vie du CO2 dans l'atmosphère implique que la stabilisation à long terme de l'effet de serre, clé de voûte de la Convention climat, passe par celle de la concentration en gaz carbonique. Initialement qualitative, cette ambition s'est transformée en un objectif chiffré lors de la conférence climat de Copenhague en 2009. Formalisé à Cancun l'année suivante, l'accord auquel quasiment tous les pays ont adhéré vise à réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre de façon à contenir l'élévation de température moyenne de la planète en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel. C'est ce qu'on appelle, c'est vraiment l'objectif 2 degrés tel qu'il est défini dans la Convention. Il nous fait rentrer de plein pied dans un monde où débats scientifiques et décisions politiques sont étroitement imbriqués et donc justifie la place donnée au changement climatique dans ce colloque Science et démocratie. Je ne suis pas un spécialiste de l'énergie, je m'y intéresse depuis quelques années, largement à travers les avis et débats auxquels je suis invité à contribuer, généralement au titre du climat. Avis du Haut Conseil de la science et de la technologie en 2007, année à laquelle j'ai aussi co-présidé avec Nicolas Stern le terme climat-énergie du Grenelle de l'environnement. Cette année, j'étais co-rapporteur avec Catherine Tissot-Coll d'un avis du Conseil économique, social et environnemental sur la transition énergétique. Et Jean Dalibard l'a rappelé, je suis membre du comité de pilotage du débat national de la transition énergétique. Mes propres travaux de recherche portent, Jean l'a aussi dit, essentiellement sur l'étude des grands changements climatiques à partir de l'analyse des glaces de l'Antarctique et du Groenland. Je tiens à souligner que ce regard vers le passé apporte des informations pertinentes vis-à-vis de l'évolution future de notre climat, à laquelle je me suis également intéressé à travers les aspects liés à la modélisation. Évidemment, aussi bien à titre personnel que, ça a été rappelé, lorsque j'ai, été directeur pendant 8 ans de l'Institut Pierre-Simon Laplace, qui a deux modèles français, dans le domaine des projections climatiques et des études des climats du passé. Cet intérêt pour l'avenir de notre climat et la connaissance que j'en ai se sont enrichis grâce à ma participation au rapport du GIEC, donc le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, International Panel on Climate Change en anglais,
auquel je contribue depuis une vingtaine d'années, tout d'abord comme auteur principal pour les deuxième et troisième rapports, puis membre du bureau et vice-président de son groupe scientifique. Je pense utile de rappeler le rôle et le fonctionnement du GIEC. Créé en 1988 sous l'auspice de deux instances onusiennes, le Programme des Nations Unies pour l'environnement et l'Organisation météorologique mondiale. Sa mission est d'établir un diagnostic vis-à-vis du rôle potentiel des activités humaines sur le climat. À ce titre, le GIEC ne fait ni recherche ni recommandation. Je crois que tout le monde l'oublie. Ni recherche ni recommandation. Certes, il peut être appelé à rendre des avis scientifiques, techniques ou socio-économiques sur la demande de la Convention climat, mais c'est au sein de celle-ci que sont prises ou non les décisions. Et c'est bien sûr tout à fait logique. Dans son rôle d'évaluation, le GIEC s'appuie en priorité sur des articles publiés depuis le précédent rapport, pour l'essentiel dans des revues à comité de lecture. Il s'est organisé en 3 groupes, respectivement consacrés aux éléments scientifiques, le groupe 1, aux impacts, aux vulnérabilités et l'adaptation, le groupe 2, et à l'atténuation, le groupe 3. Les rapports du GIEC sont publiés à intervalles réguliers, tous les 5 à 6 ans, 90, 95, 2001, 2007, et nous sommes en plein cœur du 5e rapport du GIEC. Les rapports sont volumineux de chacun de ces 3 groupes. Ils sont complétés donc par un résumé technique plus synthétique et par un résumé pour décideurs assez court qui est soumis à approbation de la réunion plénière du GIEC. Ce processus est donc en cours pour le 5e rapport. Le rapport du groupe 1 vient d'être approuvé à Stockholm il y a 3 semaines, exactement d'ailleurs. Ceux du groupe 2 et 3 seront soumis pour approbation en mars et avril 2014, ce processus étant finalisé par un rapport de synthèse qui sera présenté en fin d'année. Une brève description des différentes étapes de la rédaction d'un rapport illustre l'esprit d'ouverture, de débat et de transparence qui en est la marque. Je m'appuie ici sur le rapport du groupe 1 dans lequel je suis impliqué, mais la procédure est similaire pour les autres groupes. Chaque chapitre est rédigé par une douzaine d'auteurs sous la responsabilité de 2 d'entre eux. Le bureau du groupe, donc auquel j'appartiens dans le cadre de ce groupe, est chargé de la sélection des auteurs choisis parmi ceux qui ont fait acte de candidature, environ 1 millier pour le rapport du groupe 1, pour un peu plus de 200 auteurs. En fait, c'est un honneur d'être auteur du rapport du GIEC, et c'est ce qui garantit en fait que les meilleurs scientifiques sont réellement, il y a une compétition pour être auteur du rapport du GIEC, et les meilleurs scientifiques sont réellement présents dans la rédaction de ce rapport. Le premier critère est celui de la qualité scientifique, de choix des auteurs, mais les critères de répartition géographique, de genre et de renouvellement nécessaires sont également pris en compte. La rédaction est organisée autour de 4 rendez-vous espacés de 6 à 8 mois, entre lesquels les auteurs interagissent et font, s'ils le souhaitent, appel à des contributeurs. Pour y avoir participé, je peux témoigner que ce processus de rédaction est un véritable lieu de débat. Par ailleurs, la version rédigée à l'issue du 2e rendez-vous est ouverte aux commentaires de tout scientifique extérieur souhaitant apporter son avis, commentaires auxquels les auteurs doivent aussi apporter une réponse. Des éditeurs, dont le rôle se limite à vérifier que ce processus se déroule correctement, se joignent alors à l'équipe d'auteurs. La version suivante est l'objet d'une seconde étape de commentaires qui transitent par les représentants des gouvernements et sont pris en compte dans la version finale des différents chapitres. La transparence du processus est assurée par la mise à disposition, après adoption du rapport définitif, des versions successives, des commentaires et des réponses qui ont été apportées, ainsi que du rapport des éditeurs. Évidemment, tous les commentaires sont recevables et nombre d'entre eux émanent de climato-sceptiques. À cet égard, j'ai clairement exprimé ma position et je reprends in extenso la réponse que j'ai apportée à la question qui m'était posée, disons, autour des climato-sceptiques récemment par Bayonne Magazine. Je la reprends in extenso. Le scepticisme vis-à-vis des conclusions émises par les scientifiques est une démarche tout à fait légitime. Le réchauffement climatique lié aux activités humaines n'échappe pas à cette règle. Au-delà des certitudes, lien entre l'augmentation de l'effet de serre et nos activités, réchauffement marqué depuis une 50aine d'années, qui inéluctablement va se poursuivre, subsistent des incertitudes notables et restent posées de nombreuses questions. Ainsi, il est normal que l'on s'interroge sur la possibilité que des causes naturelles soient à l'origine du réchauffement récent, car notre planète a connu des périodes plus chaudes qu'aujourd'hui, bien avant le développement de notre civilisation.
Et il est logique que l'on nous demande de justifier nos conclusions, tant leurs conséquences, en premier lieu, nécessité d'aller à marche forcée vers une société sobre en carbone, sont importantes pour les jeunes générations qui auront, si rien n'était fait en ce sens, à affronter un réchauffement aux conséquences multiples et pour la plupart désastreuses. Dans ce contexte, la seule voie est de mettre en avant les arguments issus de la recherche, d'accepter de les discuter et qu'ils le soient par les climato-sceptiques. C'est à nous, qui sommes conscients de la réalité du réchauffement climatique, de convaincre. J'accepte ce débat, même s'il m'arrive de regretter que dans quelques occasions, c'est quelque chose de typiquement français, mauvaise foi et inélégance puissent être au rendez-vous. Depuis la conférence de Stockholm, je suis effectivement dans ce mode de fonctionnement, avec de nombreuses interventions auprès du grand public ou de divers médias, dont certaines face à des climato-sceptiques. Je n'ai pas souvenir d'avoir refusé ce type de débat. La dernière étape du rapport du GIEC est celle de l'approbation du rapport. Le résumé pour décideurs est également sujet à commentaires, étape à l'issue de laquelle un texte est proposé à approbation ligne à ligne devant l'Assemblée plénière. Même s'il s'agit là de représentants des gouvernements, le rapport reste l'entière propriété des scientifiques du GIEC, car toute modification proposée doit s'appuyer sur une conclusion déjà inscrite dans le rapport principal. Résultat, le contenu du résumé n'est que marginalement modifié, comme en témoigne la comparaison du rapport mis sur table par les scientifiques en début de semaine et celui effectivement adopté le vendredi 27 septembre. Par exemple, pour le dernier rapport, le seul changement notable qui a passé, c'était toute la nuit du vendredi, ça s'est terminé à 8 heures, disons que Chinois et Américains voulaient absolument, donc il s'agit de la conclusion sur laquelle je reviendrai, sur laquelle, si on veut rester en dessous si on veut respecter cet objectif de 2 degrés C, c'est la quantité cumulée de carbone qui en est le principal déterminant. Et, les scientifiques avaient proposé que, pour qu'il y en ait plus de 2 chances sur 3 de ne pas dépasser 2 degrés, il ne faut pas excéder 800 milliards de tonnes de carbone cumulées. Toute la nuit, nous avons discuté à Stockholm, largement, les Chinois et les Américains intervenaient beaucoup, sur le fait que si on faisait ça, on était, policy prescriptive et non pas, on était trop prescriptif, ça devenait une recommandation, ce qui était tout à fait logique. Et, cette phrase a été modifiée et simplement, il a été mis il était ajouté la quantité de carbone, dans le cas pour avoir une chance sur 2, pour avoir une chance sur 3 de ne pas dépasser 2 degrés. Évidemment, les chiffres qui correspondaient étaient dans le rapport. Donc c'est la seule modification notable qui a lieu. J'insiste parce que, dans ce processus, le rapport reste la propriété des scientifiques. Ce sont des choses qui sont très mal comprises, généralement. Donc ce sont les raisons pour lesquelles j'adhère pleinement à ce processus d'approbation qui, dans la réalité, se traduit par une appropriation du rapport par les gouvernements. Et c'est ça qui est important. Une adoption au sens plein du terme, et qui fait que ces mêmes gouvernements, ce sont les mêmes qui vont quelquefois, à l'approbation du GIEC ou bien à leurs frères ou leurs collègues, des ministères qui iront cette année à Varsovie, si bien que ces mêmes gouvernements s'appuient sur le diagnostic du GIEC lors des négociations conduites au sein de la Convention climat. Je crois à la vertu de ce processus, cette dualité à la fois marquée par l'indépendance, et une dualité, c'est vrai, entre le diagnostic du GIEC et la Convention climat, qui est le seul lieu de décision politique, et c'est tout à fait logique, c'est normal. Le rôle des scientifiques n'est pas de faire recommandation. Je crois aussi que ce processus d'adoption contribue à la visibilité dont ont, depuis plus de 20 ans, joui les rapports successifs du GIEC. C'est vraiment ce processus d'adoption qui le rend visible au niveau mondial, au niveau médiatique aussi. Donc ce rapport, je ne vais que brièvement évoquer le rapport, je ne crois pas que nous soyons là essentiellement pour discuter science, en indiquant qu'il est accessible en version française sur le site de l'ONERC, pour ceux qui sont intéressés, il suffit de taper ONERC, vous le trouvez tout de suite. Je me limiterai à ces conclusions principales qui sont dans la continuité des rapports précédents, ne m'étendant que sur ce qui peut prêter à débat, en tout cas les 3 points qui ont été évoqués par Marc.
le ralentissement du réchauffement observé depuis une quinzaine d'années, la capacité prédictive des modèles climatiques et sur les aspects liés au cycle du carbone qui, en fait, établissent un lien direct entre réchauffement climatique et politique énergétique. Le rapport confirme que le réchauffement est sans équivoque. Il ajoute, et c'est beaucoup plus, que beaucoup de changements observés depuis les années 1950 sont sans précédent sur les dernières décennies à millénaire. Ainsi, dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud, nous n'avons pas suffisamment de données, la période 1983-2012 a probablement été la période de 30 ans la plus chaude des 1400 dernières années. Ce réchauffement affecte les différentes composantes du système climatique, atmosphère, océan et cryosphère. Les concentrations atmosphériques des trois principaux gaz à effet de serre affectés par nos activités, gaz carbonique, méthane, protoxyde d'azote, continuent à augmenter. Le rapport conclut qu'il est extrêmement probable que les activités humaines ont été la cause principale de ce réchauffement observé depuis le milieu du XXe siècle, non pas du tout la cause exclusive. Cette attribution est renforcée par rapport au quatrième rapport. Pour une double raison, elle concerne désormais beaucoup d'éléments, atmosphère, cycle hydrologique, océan et niveau marin, cryosphère, ainsi que certains extrêmes climatiques. Par ailleurs, les contributions naturelles et anthropiques sont évaluées séparément, ce qui n'était pas fait dans le quatrième rapport du GIEC. La contribution de l'effet de serre pourrait expliquer l'ensemble du réchauffement, tandis que celle des forçages, qui est de l'ordre du réchauffement depuis des années 50, qui est de l'ordre de 0,6 à 0,7 degrés en moyenne globale, tandis que celle des forçages naturels se situe probablement de l'ordre du dixième de degré, entre moins 0,1 et 0,1 degré. Et je vous assure qu'il y a plus d'une centaine de pages dans ces rapports du GIEC, dans le gros rapport, qui évoquent les causes naturelles du climat, qui les étudient, qui les analysent. Ce n'est pas du tout par manque de transparence, manque de discussion. Il y a beaucoup de discussions. Je crois que le rapport s'appuie sur des arguments vraiment scientifiques. Enfin, le réchauffement moyen projeté à l'horizon 2100 est fonction, c'est assez évident, du scénario d'évolution du forçage climatique. La fourchette est large entre les scénarios, entre le moins émetteur, qui nous emmènerait vers un réchauffement de 1 degré à la fin du siècle, et les plus émetteurs, qui n'auraient, disons, des réchauffements moyens de 4 degrés à la fin du siècle. Ce qui est important, c'est que, dans le cas, sauf pour le scénario le moins émetteur, la stabilisation n'est pas atteinte à horizon 2100. Elle se poursuivrait, et par exemple, quand on regarde le modèle de l'IPCL, à horizon 2300, dans le scénario le plus émetteur, ce sont des réchauffements de 10 degrés vers lesquels nous irions. C'est très important. Voilà. Il en est de même, donc, le niveau de la mer également dépend du scénario, là aussi avec des chiffres un peu plus élevés que dans le quatrième rapport, puisqu'on tient mieux compte des contributions du Groenland et de l'Antarctique de l'Ouest à cette élévation du niveau de la mer. Effectivement, le réchauffement de l'atmosphère s'est ralenti au cours des 15 dernières années avec un rythme de 0,05 degrés par décennie, tous les 10 ans, 5 centièmes de degré tous les 10 ans, entre 1998 et 2012, contre un peu plus d'un dixième, 0,12 exactement, entre 1951 et 2012. Il y a un ralentissement, c'est clair. Un premier point mérite d'être souligné, qui échappe beaucoup à tous ceux qui regardent ce problème. Un modèle climatique soumis à une croissance régulière de l'effet de serre répond, pour tous les modèles, enfin généralement, par un réchauffement marqué par des périodes d'accélération et de ralentissement. Disons, c'est naturel. Un modèle dans lequel le gaz à effet de serre augmente, disons, de façon régulière, ne répond pas par une croissance régulière. Il y a des périodes de pause, voire par des pauses qui peuvent excéder jusqu'à une décennie. Ça, donc c'est un premier point. Tous les modèles répondent comme ça, parce que ça ne pas bien faire les modèles, c'est prévoir quand sera la pause et quand sera la période d'accélération. Par ailleurs, les autres indicateurs du réchauffement, fonte des glaces, élévation du niveau de la mer, quantité d'énergie stockée dans l'océan, ne marquent pas de ralentissement entre 1998 et 2015, période au cours de laquelle les causes naturelles, éruptions volcaniques et activités solaires, ont contribué à la réduction de la tendance au forçage climatique. Il faut bien comprendre que quand on regarde sur une soixantaine d'années, le dixième de degré qu'on peut attribuer à l'activité solaire ne peut pas expliquer le réchauffement global. Quand on s'intéresse à une décennie, le fait que l'activité solaire ait été, disons, le cycle d'activité solaire a eu du mal à repartir depuis au cours des années récentes, peut jouer un rôle au niveau justement de quelques centièmes de degré dont on parle ici. De même pour la charge de la stratosphère.
La variabilité interne a pu également jouer un rôle dans ce sens, comme le suggère l'observation d'un stockage supplémentaire d'énergie dans l'océan profond. Et ça, c'est très important. En fait, du point de vue énergétique, ça reste tout à fait équilibré. C'est important de bien comprendre, en gros, que la chaleur qui n'est pas dans l'atmosphère, on la retrouve, semble-t-il, dans l'océan profond. Les raisons de ce ralentissement sont amplement discutées dans le rapport. Elles ne sont pas complètement élucidées, nous l'admettons, mais ceci ne remet pas en cause, sauf peut-être à la marge, les chiffres cités plus haut en termes de projection en fonction des différents scénarios. La capacité prédictive des modèles est bien établie de l'échelle saisonnière à celle des simulations à long terme, qui rendent compte de la tendance moyenne du réchauffement observé entre 1951 et 2012. Ces modèles sont aussi tout à fait capables, et le font, disons, de simuler les grands changements glaciaires interglaciaires. Ce sont des tests très importants. Des incertitudes d'importance y restent associées à l'échelle globale, avec pour un scénario d'émission, par exemple, le scénario le plus émetteur. Quand on parle d'un réchauffement moyen de 3,7 degrés, eh bien, disons, la distribution, l'écart type de la vingtaine de modèles, c'est de l'ordre de 1 degré. On va de 2,7 à 4,8, et si on regarde les extrêmes, pratiquement à des réchauffements de plus de 5 degrés C. Ces incertitudes sont encore plus importantes aux échelles régionales, mais la capacité des simulations à prédire l'évolution des températures à ces échelles s'est clairement améliorée depuis le 4e rapport, ce qui vaut également pour les précipitations et les événements extrêmes. L'utilisation de nouveaux scénarios, dits de stabilisation, c'est un point, je crois, assez important dans le 5e rapport, permet d'établir que la quantité cumulée de gaz carbonique émis depuis l'ère industrielle détermine pour une large mesure le réchauffement moyen à l'horizon 2100 et au-delà. Pour avoir de bonnes chances de rester au-dessous de 2 degrés, là je parle de 2 chances sur 3, l'ensemble des émissions de CO2 liées aux activités humaines ne devrait pas correspondre à plus de 800 milliards de tonnes de carbone, dont environ les 2 tiers ont déjà été émis. Respecter l'objectif de la Convention climat requiert donc que le cumul des émissions futures n'excède pas 270 milliards de tonnes de carbone. Même s'il y a des incertitudes sur ce chiffre, par rapport au rythme actuel de 10 milliards de tonnes de carbone par an, cela équivaut à une trentaine d'années d'émissions. Même en tenant compte des incertitudes, ce résultat confirme l'ampleur du défi posé par l'objectif 2 degrés, qui requiert une décroissance rapide des émissions de gaz carbonique. Ce n'est pas notre rôle d'en discuter, mais en avril 2014, le groupe 3, plus ses économistes, Roger, économiste ici, présentera une analyse des trajectoires qui permettraient de l'atteindre, ainsi que de celles correspondant à des objectifs moins ambitieux. Évidemment, toutes les trajectoires seront analysées avec une estimation des coûts et des bénéfices associés. Le diagnostic émis par les spécialistes du climat, et ça c'est important, est partagé par ceux de l'énergie. Dans son rapport 2011, l'Agence internationale à l'énergie envisage, en l'absence de mesures, des réchauffements moyens pouvant atteindre 6 degrés à la fin du siècle. Elle indique que si l'on veut respecter l'objectif de 2 degrés à un coût raisonnable, l'action ne peut être remise à plus tard, précisant que dans le domaine de l'électricité, des actions radicales devraient être mises en œuvre d'ici 2017. Ça, c'est le rapport de l'AIE, ce n'est pas le rapport du GIEC. Elle conclut que reporter ces actions serait économiquement dommageable. Chaque dollar d'investissement non réalisé dans le secteur de l'électricité d'ici 2020 entraînerait, après cette date, 4,3 $ de dépenses supplémentaires pour obtenir un résultat équivalent. Ce diagnostic rejoint celui du rapport Stern. Je ne veux pas empiéter sur ce que dira Roger tout à l'heure, à savoir que d'un simple point de vue économique, il est préférable de lutter contre le réchauffement climatique que de ne rien faire. C'est une erreur de penser le contraire. Une part notable du rapport du CESE, dont j'ai été rapporteur avec Catherine Tissokol, qui est du Collège des entreprises, est consacrée à la compétitivité de nos entreprises. Celles-ci ne devraient pas souffrir de la transition énergétique envisagée dans notre pays, dans la mesure où cette transition est au service de la performance économique et sociale. Au contraire. C'est la conclusion, en tout cas, de notre rapport. L'objectif 2 degrés, qui a été approuvé, y compris par le MEDEF. L'objectif 2 degrés correspond à une décision politique au sens noble du terme, et non à une recommandation du GIEC. L'idée sous-jacente est qu'une limitation du réchauffement à ce niveau permettrait de s'y adapter, au moins pour l'essentiel, pas pour tout.
À l'inverse, si le réchauffement moyen se situe autour de 4 degrés à l'horizon 2100, valeur évoquée dans le 5e rapport, les impacts seraient extrêmement importants. Nous en aurons une idée plus précise lors de la publication du groupe 2 en mars 2014, mais le rapport précédent en trace les grandes lignes. De nombreuses variables ou phénomènes climatiques seraient affectés. Précipitations, vents, cyclones tropicaux plus intenses, pas plus nombreux, vagues de chaleur, couverture neigeuse, banquises, glaciers, niveau de la mer. Toutes ces variables seraient affectées. Ces changements entraîneraient des risques d'inondation dans certaines régions, de sécheresse dans d'autres, en particulier sur le pourtour méditerranéen, une modification trop rapide des écosystèmes, l'accélération de la perte de biodiversité, l'acidification des océans. D'autres impacts s'ensuivraient sur la santé, sur la production agricole et quasiment sur l'ensemble des secteurs d'activité. S'y ajouteraient des risques de surprise climatique, d'irréversibilité et de conflits liés au déplacement des populations. Pour ces raisons, j'adhère à l'objectif de la Convention climat, étant bien conscient des difficultés de sa mise en œuvre. Je comprends qu'il puisse être précisé au vu des conclusions des rapports des groupes 2 et 3 du GIEC, mais de façon un peu intuitive, je plaide pour que nous nous éloignions le moins possible du climat que nous connaissons aujourd'hui, de façon à ne pas dépasser nos capacités d'adaptation, y compris dans les régions les plus vulnérables. Bien entendu, ce n'est pas la France qui est aux premières loges des conséquences du réchauffement climatique. Je ne partage pas non plus cette idée selon laquelle on devrait s'attaquer en priorité aux autres problèmes environnementaux auxquels nous devons faire face et repousser à plus tard la lutte contre le réchauffement climatique. C'est une erreur. La raison en est simple. Le réchauffement climatique exacerbera ces autres problèmes. Perte de biodiversité supplémentaire si le réchauffement climatique est important, difficulté d'accès en eau dans certaines régions, problèmes sanitaires posés par les inondations dans d'autres, pollution urbaine dans certaines mégapoles. Tout cela, c'est aussi le lot du réchauffement climatique. Il en est de même pour le problème crucial de la faim dans le monde. Un réchauffement rapide et important risque de diminuer la productivité agricole, tandis que l'acidification des océans peut avoir des conséquences, qui, je l'admets, restent à préciser, sur celles des océans. La sagesse commande de coordonner les actions à conduire sur ces différents fronts, et non pas à dire « occupons-nous d'abord des autres problèmes ». Il faut s'occuper aujourd'hui du problème du réchauffement climatique. Pour moi, c'est très clair. Je suis convaincu que cette lutte contre le réchauffement climatique justifie pleinement qu'à l'échelle planétaire, nous allions vers un développement sobre en carbone. Ceci implique de n'utiliser qu'une part relativement faible des ressources en combustibles fossiles dont nous disposons. Sur le plan national, on peut en attendre un bénéfice aussi bien sur la balance commerciale que sur la compétitivité des entreprises. L'innovation dans les domaines tels que le stockage de l'énergie, le piégeage et stockage du gaz carbonique, les énergies renouvelables, constitue une des clés du succès. Pour ma part, je m'intéresse à ces aspects d'innovation à travers l'initiative prise par l'Institut européen de technologie dans le domaine de la lutte contre l'effet de serre et l'adaptation au réchauffement climatique. J'ai coordonné cet effort au niveau français. Une initiative similaire a d'ailleurs été prise dans le domaine de l'énergie. Le réchauffement étant inéluctable, j'attache aussi de l'importance à une mise en place effective de politiques d'adaptation efficaces qui, avant tout, sont en fait des politiques d'anticipation. Dans ce contexte, j'ai eu la responsabilité d'un des 3 groupes de travail préparatoires au plan national d'adaptation de la France au changement climatique. Je suis par ailleurs engagé dans la rédaction d'un avis du Conseil économique, social et environnemental sur l'adaptation au réchauffement climatique, à publier en 2014. Enfin, je suis extrêmement réticent, c'est le moins qu'on puisse dire, vis-à-vis des méthodes dites de géo-ingénierie, visant par exemple à augmenter l'absorption du carbone dans l'océan, méthode aux conséquences non maîtrisées, ou à réduire le rayonnement solaire par injection d'aérosols qui, si elle devait prendre fin pour une quelconque raison, se traduirait alors par un réchauffement très rapide. La France, consciente que cette lutte contre le réchauffement climatique est l'affaire de tous, pays développés, émergents ou en développement, s'est portée candidate à l'organisation de la conférence 2015 de la Convention climat, la COP 21. Certes, nous n'émettons que 1,5% des gaz à effet de serre, mais cette conférence est à caractère planétaire, puisqu'il s'agira de mettre sur pied un accord qui, à partir de 2020, devrait associer tous les pays. La Chine, ça c'était à Durban, il y a maintenant 2 ans,
premier pays émetteur, a accepté alors l'idée de discuter d'un accord dans lequel elle pourrait être partie prenante. Il sera probablement difficile, je me tourne vers Steve Chu, aux États-Unis, deuxième pays émetteur, de ne pas emboîter le pas. Si la Chine va de l'avant, je ne crois pas que disons, les États-Unis ne feront rien. Je ne suis pas sûr que la nécessaire ambition soit au rendez-vous, mais c'est avec espoir, vraiment, et fierté que je me suis engagé dans ce projet 2015, dont je suis membre du comité de pilotage. Nous commençons à nous réunir tous les mois sous la hullette de Laurent Fabius. Merci beaucoup.